Comme certains personnages féminins dont l'écriture interroge, je ne suis pas une fille comme les autres. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire, et vous pouvez me retrouver ici toutes les semaines pour vous parler de lecture et d'écriture. Alors là, je suis en train de filmer en plein mois de juin, et il fait une chaleur. J'ai l'impression de fondre, littéralement. Donc je me suis dit, pour pas prendre de retard dans le planning de mes vidéos, je vais quand même tourner, mais tourner à quelque chose assez rapide, entre guillemets, qui ne nécessite pas beaucoup de tournage et une grande préparation en amont. Je vais aller aux bases de Booktube en faisant un tag. Est-ce que vous avez connu les tags? Ça existe encore, mais c'est plus aussi populaire, j'ai l'impression. Ce tag, c'est le Unpopular Opinion Book Tag. Je l'ai même bien dit. C'est un tag que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il permet de saisir un peu quel type de lectrice ou de lecteur la personne en face de nous est. Et ça va aussi me permettre un peu d'avoir des opinions un peu donc, unpopulaires, qui sont pas partagées par la majorité, comme le titre l'indique, et être un petit peu salée, entre guillemets. En fait, en lançant cette chaîne YouTube, je me suis dit... j'ai envie de partager de la positivité, des recommandations de lecture, donc parler plutôt de lectures que j'ai aimées et dans la mesure du possible. Et si vraiment j'ai des réserves, bah, toujours les argumenter automatiquement, mais si vraiment je déteste un livre, je vais éviter d'en parler parce que je trouve que c'est moins intéressant, je trouve. Mais parfois, j'en ai gros sur la patate. Et donc c'est un peu, cette vidéo, c'est un peu l'occasion pour moi de me lâcher, de vous révéler des choses, mes némésis littéraires. Et pour le coup, il y en a certains, et je sais, qui sont impopulaires, enfin c'est des opinions qui sont pas partagées par tout le monde. Donc ça peut être rigolo, peut-être que je vais perdre des abonnés alors que je lance juste la chaîne Booktube, je me tire une balle dans le pied. Mais c'est pas grave, on est là pour le partage, et peut-être que je vais avoir des gens en commentaire qui vont me dire mais je suis totalement d'accord avec toi Nina, ou alors au contraire vous allez avoir aussi des opinions impopulaires. Ça fait bizarre de dire en français, des unpopular opinions littéraires, que je vous invite à partager pour voir si ça fait débat ou non dans les commentaires. Donc voilà, normalement la vidéo va durer un peu moins longtemps que les autres que j'ai fait. Normalement. J'ai mon ordinateur, donc avec mes notes dessus. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, première question. Une livre ou une série populaire que tout le monde a aimé, mais que toi, tu as détesté. Alors, en vrai, moi, il y a peu de livres, en tout cas, que je déteste, parce que j'arrive assez bien à choisir mes lectures. Mais quelquefois, je me laisse tenter par des choses, des livres, des romans qui ont la hype, le vent en poupe, qu'on voit passer partout. Et des fois, donc, je suis déçue, comme la plupart des gens, ça arrive dans la vie de tout lecteur, toute lectrice. Et à certains, ouais, je me suis dit, en vrai, j'ai pas compris la hype. J'aurais pu citer Sorcery of Storm de Margaret Rogerson, celui qui était hyper populaire à un temps. Wilder Girls, je crois, de Rory Power. J'ai décidé de vous parler d'un roman qui a le vent en poupe en ce moment, puisqu'il fait partie d'un genre qui a le vent en poupe en ce moment. C'est un roman qui fait partie de la Dark Academia. D'ailleurs, il est possible que je vous prépare une vidéo à ce sujet. Et donc ce roman, que je n'ai plus à ma possession puisque je l'ai donné, puisque je ne l'aimais pas trop. Il s'agit de If We Were Villains de M.L. Rio. Je vais essayer d'être brève. Encore une fois, il faut que la vidéo soit pas trop longue, parce qu'il fait chaud. Je vais essayer d'être brève. Ce roman, en fait, j'avais tellement d'attentes dessus que automatiquement je ne pouvais être que déçue. C'est aussi un peu de ma faute. Je m'explique.
On me l'a vendu, tout le monde le vend un peu comme un des fondateurs de la Dark Academia. Il y a 2 romans fondateurs en fait emblématiques de ce genre littéraire, de cette esthétique. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, donc The Secret History. Sachant que il y a quand même pas mal d'années, hein, c'est 1992 Le Maître des Illusions, et je crois que If You Were Villain c'est 2017. Et ensuite ont découlé plein de petits frères, de petites sœurs, d'héritiers de la Dark Academia. Un genre donc que j'apprécie grandement, j'en lis beaucoup et j'en écris également. Du moins, mon projet actuel sur lequel je travaille, c'est de la Dark Academia. Ce qui m'a déçu, comme j'ai deux choses. Déjà, je pense que si vous êtes habitué de la Dark Academia et ou du policier, ce roman-là, il va vous paraître, mais c'est vraiment le soufflet qui retombe, parce qu'il est vraiment pas novateur dans ces 2 genres-là. Je pense par contre que ça peut être le roman parfait si vous voulez découvrir la Dark Academia ou le policier, parce qu'en fait ça va être des schémas narratifs que vous avez peut-être pas vus ailleurs et qui vont peut-être vous surprendre. Quand on commence le roman, on ne sait pas qui est mort, qui l'a tué, dans quelles circonstances. Clairement, enfin, et je pense pas être la seule, très vite, j'ai su en fait qui allait être tué et on comprend très vite qui a été le coupable. Donc j'ai eu aucune surprise de ce côté-là, et aussi les pseudo-twists, notamment à la fin, qui sont tentés par l'autrice, ils m'ont fait ni chaud ni froid malheureusement, et je trouve quand même que le twist final, quand on se pose et qu'on réfléchit 2 secondes, après le côté waouh, bah quand tu réfléchis 2 secondes, il a aucun sens. Le conflit et l'antagoniste, j'ai jamais vu, enfin je l'ai trouvé très cliché dans son écriture. Voilà, un livre ou une série que tout le monde n'aime pas, mais que toi, tu as apprécié. Ça a été dur à trouver, parce que franchement, ok, il y a des choses hyper populaires que je peux pas aimer, mais l'inverse, c'est plus rare. Je suis pas souvent à contre-courant de ce côté-là, mais j'en ai quand même trouvé 2 que je vais parler vite fait, parce qu'il y en a un, je l'ai lu hyper récemment, c'est pour ça que j'ai pensé à lui, et je vous en ai parlé dans un update lecture qui est consacré. Il s'agit de Juniper Anthorn d'Avarid, qui est pas, j'ai l'impression, d'après les retours sur Goodreads, les notes, etc., c'est pas le roman le plus populaire d'Avarid, qui est connu maintenant plutôt pour Un patient englouti et Steady Drowning, et elle a fait Lady Macbeth aussi, ça. Et ça, c'était un de ses premiers romans sortis, et moi je trouve plus intéressant que Steady Drowning, même si j'ai beaucoup aimé les 2, dans le sens où celui-là, elle va vraiment gratter là où ça fait mal, où c'est dérangeant, où c'est étrange, et c'est ça que j'ai apprécié. Et je peux comprendre que ce roman-là peut diviser dans les thèmes qu'il aborde et certaines de ses scènes. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mon update lecture, le tout premier qu'il y a sur la chaîne. Et enfin, pour le second roman, c'est un roman qui commence à dater, puisqu'il date, il est paru dans les années 90. C'est un peu il est un peu connu dans le milieu littéraire, puisqu'il fait référence à une réécriture d'un mythe littéraire des États-Unis. Et dans l'actualité ces derniers mois, ces prochains mois, voilà, on va entendre parler de lui, puisqu'il a été adapté en comédie musicale et en film. Je parle donc de Wicked de Gregory Maguire, donc Wicked, ou la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, donc qui est l'antagoniste emblématique du Magicien d'Oz. Bah, ce roman, figurez-vous, je comprends pourquoi il n'est pas apprécié. Alors attention, quand je dis qu'ils ne sont pas appréciés, il n'est pas non plus détesté, il n'a pas non plus 10 sur 20 sur livre adulte, mais quand on regarde comparé à mes autres lectures de ma bibliothèque, il a une note quand même beaucoup plus basse, et je sais qu'il y a des avis très mitigés dessus, parce que je pense que si on se penche sur ce livre en ayant en tête la comédie musicale Wicked, qui est emblématique, si vous ne connaissez pas le monde des comédies musicales anglo-saxonnes, ce truc là c'est un mastodonte, quoi. C'est une des plus connues qui existent.
D'où le succès du film au cinéma aussi. Et en fait, si on connaît que la comédie musicale et qu'on dit chouette, de base c'est un roman, mais je vais lire le roman, j'ai tellement aimé la comédie musicale et qu'on découvre ça, mais... Ah, mais je comprends la chute, quoi. J'aime beaucoup la comédie musicale, mais vraiment, c'est un peu comme les Disney. Ils ont pris quelque chose qui est un peu sombre sur certains bords, et ils ont vraiment poli et mis des lunettes un peu roses, quoi. Des lunettes vertes, comme dans Maléficent 12, des lunettes vertes. Non, en fait, c'est complètement barré. Il y a certaines scènes. Ce roman, c'est un roman pour adultes. Mais vraiment, pour adultes, il y a des scènes assez crues. Il y a de la violence, il y a des personnages qui sont en vie et qui ont une fin heureuse dans la comédie musicale, là, qui meurent de façon violente. Il y a des scènes, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous faire vous dégoûter et qu'on est sur YouTube, mais il y a des scènes avec des animaux, et j'en dis pas plus. Vous allez me dire, mais elle est folle, pourquoi elle a aimé? C'est mené d'une telle façon, et c'est ce côté étrange et dérangeant est mené d'une telle façon, et qu'il y a un propos derrière, puisqu'on parle quand même d'une femme qui va qui se dresse seule contre un régime, une dictature, un régime, enfin c'est clairement du fascisme. Hein. Les lectures qui m'interrogent, qui vont chercher l'écran, qui vont chercher là où ça fait mal, où ça fait bizarre, j'aime bien, je trouve ça hyper intéressant comme exercice littéraire. Mais si vous n'êtes pas au courant de ça, ou si vous n'êtes pas friand de ça, ça peut désarçonner. J'ai l'impression, vraiment ça y est, que je suis en train de melt, de fondre, je melt, je parle franglais. Non, parce que je parle de Wicked et la méchante sorcière, elles font à la fin du Maléficent 12. Et ben je suis comme la méchante sorcière de l'Ouest. Je fonds. Un couple populaire que tu n'aimes pas. J'ai choisi pas un couple qu'on voit que dans un roman ou une série, mais un couple qu'on voit décliné dans différentes œuvres. Ça va être tout ce qui va être les déclinaisons du couple Hadès et Perséphone. Qui c'est très très à la mode ça en ce moment, depuis quelques années déjà. Faut savoir que moi j'adore la mythologie grecque. Pour le coup là je suis une fille comme les autres parce que c'est très populaire là. Et à raison parce que ça m'a fascinée depuis que je suis toute petite et il y a des trucs tordus dedans, dont l'histoire d'Hadès et Perséphone. Et le mythe je le trouve très intéressant de base. Par contre je suis vraiment pas fan de l'interprétation moderne qui en était faite. C'est de base, enfin. Et je sais que je vais peut-être me mettre du monde à dos là, mais de base, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie tranquille. Il y a Hadès, son oncle. Alors, bon, les liens de parenté dans la mythologie grecque, chez les dieux, ça, on peut pas en prendre compte, quoi, parce que ils couchent tous entre eux, ça n'a aucun rapport, le lien de parenté pour eux, donc c'est même pas un tabou franchi dans cette culture divine, on va dire. Bref. Mais quand même, il la voit là, il dit « Oh bah elle est quand même bien gaulée la petite Perséphone là, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever et je vais l'emmener avec moi aux enfers. » Et là donc il la séquestre aux enfers, la mère de Perséphone, Déméter, parcourt la terre entière à la recherche de sa fille qui a disparu, jusqu'à ce qu'elle apprenne que c'est Hadès, l'oncle, qui l'a enlevé, qui la séquestre aux enfers parce qu'il est amoureux d'elle. Vous voyez, c'est trop adorable, il est amoureux d'elle, du coup il la séquestre contre son gré. Du coup, quand elle apprend ça, elle est un peu en colère, elle veut retrouver sa fille, normal, en tant que maman, et du coup elle va demander l'aide de Zeus, le roi des dieux. Zeus qui est aussi assez connu pour ne pas respecter le consentement des jeunes filles. Donc puis voilà, finalement, Hadès qui a senti le vent tourner pour s'assurer que Perséphone ne quitte jamais les enfers, ne retrouve jamais la liberté, il la trompe en fait en lui faisant manger des graines de grenade. Et sauf que ce que Perséphone ignorait, c'est que quand on mange de la nourriture aux enfers, on se condamne automatiquement
à y être liée jusque pour l'éternité aux enfers. Donc en faisant ça, là, elle pourra plus jamais quitter les enfers en fait, il l'a bernée comme ça. Et donc finalement, Zeus intervient, et plutôt que de donner raison à la mère qui a vu son enfant se faire enlever, on va faire moitié-moitié, Perséphone sera à la moitié de l'année avec sa mère Déméter, ce qui explique le printemps, l'été, ce que Déméter, déesse de l'agriculture, la fertilité, la nature est heureuse quand elle a sa fille, et le reste de l'année c'est l'automne et l'hiver parce que elle est désespérée parce que sa fille est prisonnière des enfers avec celui qui va devenir son mari. Je sais pas, moi, ça m'a toujours interrogée. Est-ce que c'est la mode du côté... cette ambivalence, elle, Perséphone qui est liée aux fleurs, au printemps, et ce côté-là, Hadès, qui est une figure qu'on associe un peu aux ombres, aux ténèbres, à ce côté vraiment Dark Sasuke, vous voyez, un peu bad boy incompris. Est-ce que c'est ce côté-là qui fait que c'est hyper populaire comme dynamique de base, on le voit dans différentes romances, mais du coup ce mythe a été réécrit de nombreuses fois. Du coup il y a la saga Hadès et Perséphone, il y a le webtoon Lore Olympus, que ça j'aurais pu citer dans les œuvres populaires que j'apprécie pas trop. C'est un mythe qui est réécrit et réécrit plusieurs fois et réadapté plusieurs fois, ou souvent, donc c'est vu comme quelque chose de romantique. Et ok, moi je suis d'accord avec les gens qui disent que Hadès, il a trop injustement été considéré pendant longtemps, injustement il a été considéré comme le méchant de nombreuses histoires, alors que de base c'est juste, en fait il n'est pas plus méchant que Zeus ou Poséidon, ses frères, mais bon, il apparaît qu'il règne sur les enfers, et en fait il y a une déformation très monothéiste des religions à la monothéiste, que l'enfer on associe ça au diable, au mal. Alors que de base, chez les Grecs, l'enfer c'est les morts. Pour tout le monde, qu'on soit bon ou mauvais, on va tous aux enfers. Donc de base, il n'y avait pas cette notion de moralité. Ok, je suis d'accord que Hadès c'est pas le grand méchant, etc. Voilà. Mais c'est pas non plus, le pauvre petit mec incompris, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, de ce que j'ai lu, la plupart des réécritures, on prend celui qui enlève la jeune fille, la séquestre et fait en sorte qu'elle devienne en fait sa femme contre son gré. Lui en fait ça va être l'inter-amoureux idéal, tandis que la figure de Déméter, la mère, souvent dans cette écriture là, elle est dépeinte comme une mère hyper toxique. Ce qui vraiment, et en fait le fait que Perséphone va rencontrer Hadès, c'est une forme de libération de sa mère. Alors ça peut être intéressant comme truc. Mais le fait que c'est un schéma qui revient tout le temps, on va excuser, justifier Hadès, et par contre on va diaboliser la figure de Déméter, moi j'ai un peu du mal. Faut savoir que, si je dis pas de bêtises, une des premières occurrences du mythe de Perséphone, c'était une ode à Déméter. En fait, Déméter c'était l'héroïne de cette ode, en fait, donc toute l'histoire tourne autour de Déméter et de sa fille Perséphone. Et moi j'ai vraiment du mal, en fait, cette diabolisation d'une femme pour mettre en avant un mec qui n'a pas un comportement très sain de base. Voilà, ça n'engage que moi. Ensuite, un genre populaire que tu n'aimes pas. Là, je vais être très rapide. C'est que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas du tout et je comprends pas trop le succès. Il s'agit de la dark romance. Je pense que il n'y a pas besoin d'épiloguer dessus. Je pense que voilà. Dark romance, je comprends pas ce que les deux font. J'ai beau être ouvert d'esprit, je comprends pas l'engouement et je comprends pas comment en tant que lectrice-lecteur on a envie de lire ce genre d'horreur. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et du coup, si jamais vous êtes fan de dark romance, je serais curieuse de voir en commentaire que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimez autant dans ce genre. Alors là, pour celui-là, c'est celui-là où je sais que je vais pas me faire des amis. C'est donc un personnage populaire que tu n'aimes pas. Et c'est lié un peu à ma réponse sur le couple. D'ailleurs, ce personnage fait partie d'un couple que j'aurais pu citer dans un couple que je n'aime pas. Et c'est lié en fait à l'écriture d'Hadès et Perséphone, parce que de base,
ce personnage et sa relation a été inspiré par le mythe d'Hadès et Perséphone à son autrice. Donc, très de suspense. Il s'agit de Rhysand, donc de personnage inventé par Sarah J. Maas dans sa saga hyper populaire, un palais d'épines et de roses. Et lui, en fait, je sais il est extrêmement populaire. C'est genre un des book boyfriends qu'on voit partout. J'exagère pas quand je vous dis ça, mais je crois que c'est le personnage que je déteste le plus parmi tout ce que j'ai pu lire. Et c'est pas seulement que... Enfin, c'est pas un personnage... Il y a des personnages qui sont faits pour être détestés, ils sont écrits comme ça. Je pense à Geoffrey Baratheon dans le Trône de Fer, ce genre de choses. Non, c'est un personnage qui est clairement écrit pour être aimé, adoré, adulé par l'autrice, et c'est réussi pour la plupart, vu le fan club qu'il a. Et moi, c'est pas que je comprends pas la hype, parce qu'il y a plein de trucs hyper populaires que c'est juste pas pour moi, mais voilà, je peux comprendre peut-être que c'est apprécié. Non, là, en fait, vu tout ce qu'il représente et ce qu'il fait, c'est pas qu'une question de... C'est pas mes goûts, c'est pas mon type de mec, de personnage masculin. Non, je trouve qu'il est en fait juste problématique et qui reflète quelque chose d'hyper problématique. Et c'est un personnage qui me met en colère. Et c'est rare que je ressente ça en fait, que ça soit un personnage, enfin qu'un personnage me ressente vraiment de la colère au point où j'ai abandonné Un palais d'épines et de roses, la saga, à cause de lui notamment. Moi je l'avais, de base, je l'aimais bien dans le tome 1, parce que dans le tome 1, il apparaît comme un antagoniste. Alors désolé, si vous en avez jamais lu un Cotard, Un palais d'épines et de roses, et que vous voulez rien savoir, allez au prochain timecode. Mais voilà, dans le tome 1, c'est un antagoniste. Et il est hyper intéressant en antagoniste. Voilà, moi j'ai adoré, il fait vraiment le taf en antagoniste, quoi. Il est intriguant, menaçant, un peu flippant, quoi. Et voilà. Mais parce qu'il était écrit en antagoniste. Et en fait, à partir du tome 2, elle en fait le love interest. Mais il faut garder en compte que c'était l'antagoniste du tome 1, donc il faisait des actes d'antagoniste. Et donc, on essaie de me faire une pirouette scénaristique pour justifier tout ce qu'il a fait au personnage principal féminin dans le tome 1. Non, ça passe pas chez moi, en fait. Désolée, je vais parler de ce qu'il fait, mais droguer quelqu'un, agresser sexuellement quelqu'un, menacer quelqu'un de VIOL, l'humilier, puisqu'il la drogue et la force à danser à moitié à poil devant tout le monde, lui faire du chantage, puisqu'elle a une fracture ouverte, donc il y a l'os qui sort, et il dit qu'il la soignera donc uniquement si elle accepte de lui vendre la moitié de sa vie. Réécriture d'Hadès et Perséphone. Donc elle passe la moitié de sa vie en fait dans la cour de la nuit où il est le roi. Sinon il appuie bien sur le bras où il y a l'os qui sort. Sinon voilà, il la soignera pas. Hein. Du coup elle est obligée d'accepter. Elle se fait torturer depuis des mois. Elle est blessée, elle crève de faim. Non mais bien sûr qu'elle accepte. Elle a pas d'autre choix. Et tout ça dans le tome 2. C'est pas que c'est oublié, parce que quand même il justifie en disant mais c'était un rôle que je jouais. J'étais obligée d'être méchant avec toi pour que tout le monde croie que je suis méchant. En fait, je t'ai blessé, je t'ai humilié, je t'ai agressé sexuellement, mais tout ça je faisais parce que je voulais te protéger en fait. Pardon. Et en fait, ça aurait pu être intéressant si c'était pris en compte, commenté, etc. par la narration, par l'autrice et tout. Ça ne l'est pas du tout. En fait, quand la narration te prétend qu'il a fait tout ça pour le bien-être de Feyre, et qu'en fait, il est tellement génial, Rhysand, mais c'est un féministe, Rhysand, alors que les seules nanas pour lesquelles il fait quelque chose, c'est Feyre, parce qu'il
la kiffe, et encore un peu sa cousine, peut-être. Mais toutes les autres femmes qui sont torturées parce qu'elles sont des femmes, etc., tout ça, rien à faire. Je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Je pourrais parler pendant des heures de pourquoi je déteste ce personnage. Demander à mes potes à chaque fois que j'en parle, les pauvres. Mais j'ai une amie qui a lu récemment et qui a compris, donc... Et je suis vraiment désolée si j'adorais Harry Sand, mais là, franchement, je comprends pas. Parce que, encore une fois, outre le fait que c'est pas une question de goût, je le trouve, il est problématique. En fait, c'est un personnage qui est caractéristique de la culture du viol. Voilà. C'est ça, en fait. Et ce qu'il fait par rapport à son love interest, donc Feyre, il n'y a pas de suspense, c'est Feyre, dans les tomes suivants, comment dire, par rapport au corps de la femme, de la grossesse, de choix de la femme dans la grossesse, à la sécurité de la femme, je comprends pas comment on peut apprécier ce personnage après les choix qu'il fait. Donc là, je vais mettre un spoiler. Ça va prendre 2 secondes et vous pouvez muter et rallumer le son quand une fois il y aura plus le logo spoiler. Mais quand il apprend que donc Feyre est enceinte et que la naissance du bébé va tuer Feyre, parce que l'anatomie du corps de Feyre et l'anatomie du bébé fait qu'elle va être littéralement déchirée de l'intérieur, donc elle va se vider de son sang. Quand il apprend donc, voilà, que la naissance de leur enfant va tuer la femme qu'il aime, est-ce qu'il lui en parle? Non. Alors qu'il sait très bien que la naissance va la tuer. Mais non, il lui en parle pas, elle est pas au courant qu'elle va mourir, Feyre, en accouchant. Et quand Nesta, la sœur de Feyre, l'apprend et qu'elle, à juste titre, qu'elle trouve ça inadmissible et qu'elle en parle à Feyre, parce qu'elle a le droit, Feyre a le droit de savoir quand même que le bébé va la tuer, et qu'elle a le droit de savoir, c'est son corps, c'est sa vie quand même qui est en jeu. Que va faire Missandre? Il va se mettre en colère noire contre Nesta et menacer de la tuer parce que c'est elle qui est mauvaise dans l'histoire. Spoiler terminé. Je le déteste. On passe à la suite? Oh, bah je pense qu'on va encore parler de la pauvre Sarah J. Maas puisque... Désolée si je suis un peu piquante. Mais je vous dis, c'est la vidéo où je me lâche. Parce qu'en fait, la question suivante, c'était un auteur ou une autrice populaire que tu n'aimes pas. Et voilà, je vais pas m'épiloguer dessus, mais Sarah J. Maas, j'ai essayé. Un palais d'épines et de roses, je peux pas. J'ai abandonné par la suite. C'était beaucoup trop problématique selon moi. Elle, en tant que certaines de ses actions, elle, en tant que personne, je trouve ça problématique. Et certaines choses qu'elle met dans ses romans, je trouve ça problématique, donc je ne peux pas. Throne of Glass, donc... comment ils l'ont traduit? Kaelana? Je sais plus. Le trône de glace, ça j'ai essayé, je peux pas. Treasure City, j'ai jamais lu, je jugerai pas. Mais non, non, non. Il y a dans le traitement des personnages féminins, dans la description des personnages féminins, dans certains propos très hétéronormés, quand même, il y a que les relations hétérosexuelles qui ont des âmes sœurs. Et dans un des tomes, les personnages sexuels sont décrits comme n'ayant pas d'âme. Donc voilà, ça je peux pas. Il y a plein de choses qui fait que je ne peux pas. Et je comprends pas trop la hype non plus, parce que quand le grand méchant de ton histoire, il s'appelle le roi de Hybern et qu'il a pas de nom, enfin, le roi de Hybern, il a même pas de prénom, de nom. Et son motif, c'est sa motivation, c'est « je veux conquérir le monde !» Il manque plus que la moustache là. Non, bah non en fait. Et dire qu'il y a des gens qui ont dit que c'était le Game of Thrones au féminin. Bref. Donc voilà, je suis désolée. Je m'acharne sur elle. Et encore, j'ai fait des efforts parce que dans le couple que je n'aime pas, je voulais mettre à Feyre et Sand. Dans une série populaire que tout le monde a aimé, je voulais mettre à Cotard. Je suis vraiment désolée, donc je l'ai mis que 2 fois alors que je voulais la mettre partout. Mais c'est vraiment ce qui a été évident pour moi parce que pour le coup, j'ai lu plusieurs choses d'elle et ça allait pas à chaque fois. Et encore une fois, ça me met en colère. Et je savais pas quel autre auteur mettre parce que souvent, en fait, quand il y a un auteur que j'aime pas, je lis un roman, j'aime pas et je
je vais pas lire forcément d'autres choses. Je pense par exemple à Joël Dicker, j'ai pas du tout aimé La vérité sur l'affaire Rickenbacker. Je suis pas allée chercher ailleurs parce que j'avais vu d'après les retours que ces autres romans c'est du même style, donc bah, c'est pas pour moi. Je vais pas aller lire à autre chose, peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais donner une seconde chance, mais j'ai tellement de livres à lire que bah non, je vais donner la priorité à des choses que je sais que des valeurs plus sûres peut-être. Mais d'un autre côté, Joël Dicker, j'ai lu qu'un seul de ses livres, donc est-ce que le fait que j'ai lu un livre que j'ai pas aimé, ça vaut le coup de le mettre dans un auteur populaire que je n'aime pas? Non, 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 ça serait injuste, je trouve. Pareil, l'autrice, c'est qui a fait une éducation in malice, S.T. Gibson, j'ai pas vraiment aimé une éducation in malice. Je vais pas la mettre non plus, sans qu'elle, j'ai envie de lire autre chose d'elle et de donner une nouvelle chance. Donc pour moi c'était évident que ça soit Sarah J. Maas parce que pour le coup voilà, j'ai lu plus de choses d'elle et à chaque fois ça va pas pour moi. Ensuite, un trope populaire que tu n'aimes pas. Alors un trope c'est vraiment un motif narratif, un archétype, voilà, quelque chose qui revient souvent. Et moi, bah, je pense que vous l'avez deviné en fonction de ce que j'ai dit sur Hades, Rissante, ce genre ça. J'ai vraiment du mal avec les bad boys. Les bad boys, c'est vraiment ces personnages masculins, quand ils sont surtout en love interest, voilà, dans une relation amoureuse. Ils sont vraiment exécrables, mais vraiment, vous savez, c'est des beaux gosses ténébreux qui vont commettre des choses discutables. J'ai vraiment du mal. En fait, je vois pas l'attrait, clairement, du bad boy. Moi, je sais que... Alors, je sais que la réalité et la fiction, c'est deux choses différentes, mais clairement, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, en fait? À part le fait qu'il a des jolis abdos, quoi, mais il est imbuvable, ce mec. Dark Sasuke, là. J'arrive pas... Peut-être que c'est... Mes arguments sont peut-être assez simples, mais et peut-être revus, entendus et entendus, mais oui, je préfère 1000 fois un personnage féminin, un personnage masculin, pardon, qui est sain, qui est un peu plus sympa en fait. Et alors, attention, je dis pas qu'on ne peut pas écrire de personnage masculin bad boy, questionnable, etc. Mais justement, en fait, il faut les questionner. Et quand c'est comme avec l'exemple précédent de Rissande, où le mec, il est exécrable, il commet des choses pour moi qui sont impardonnables, mais la narration te le porte au nu. Non, en fait, si le personnage masculin est écrit comme moralement ambigu, questionnable, mauvais dans certains rapports, et que la narration le prend en compte, et que c'est établi dans l'histoire, mais c'est hyper intéressant, ça fait des personnages hyper intéressants. Donc voilà, moi j'ai vraiment du mal avec le bad boy, vraiment comme intérêt amoureux dans une romance, surtout, je pense. Ensuite, une série populaire que tu n'as pas envie de lire. Alors là, j'en ai plusieurs en tête, donc je vais faire globalement, la plupart des romantaisies qu'il y a de nos jours, je pense à des trucs comme Fourth Wing et etc. En fait, je pense que je suis pas... Clairement, vous avez compris, je suis pas le public cible. Je pense aussi avec Lightlark, c'est ça? Celui qu'on voyait passer partout là. Je suis pas public cible et en fait je sais que je pars avec enfin, ça sert à rien de lire des choses que je sais que j'ai pas trop apprécié, tu vois. Ça serait injuste aussi pour les œuvres de les défoncer alors que je savais pertinemment avant de les commencer que ça serait pas pour moi. Donc voilà, je dis pas que la romantésie c'est quelque chose qui m'intéresse pas, mais je pense qu'il faut que je trouve les bons romans. Par exemple, moi j'ai envie de lire Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, qu'en plus qui est une romantésie francophone, parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait sous son autre nom d'autrice, Chris Wklesiewicz, avec Lutter pour les fantômes. Donc je sais qu'elle va proposer quelque chose, tout en étant de la romantésie, des codes de romantésie, je sais qu'elle va proposer quelque chose quand même qui peut m'intéresser. C'est pour ça que j'ai envie de passer par là. Donc voilà.
Est-ce que vous avez lu des romantaisies qui vous ont vraiment marqué, que vous avez adoré? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me les partager. Et enfin, pour la dernière question, c'est un peu dur de choisir. Voilà, c'était les adaptations qui sont meilleures que le livre. Et clairement, cette question-là, elle est dure parce que bah, c'est souvent l'inverse, il est vrai, d'où le côté unpopular opinion. Mais j'ai très peu d'exemples qui me viennent, et donc là, je dis ça, mais j'ai arrêté le tournage, et dans quelques jours, je vais avoir plein d'exemples qui vont venir en tête. Du coup, j'ai décidé de vous parler. Alors, meilleur avec du doux guillemets. Mais j'ai décidé de vous parler donc de Shadow and Bone de Leigh Bardugo, qui a été adapté il y a quelques années déjà sur Netflix. Donc la série s'appelle également Shadow and Bone. Et il faut savoir, ça dépend sous quel angle on le prend, parce qu'en fait, c'est une série de 2 saisons qui a été annulée. Pour moi, c'est le jour de l'annulation, c'était un jour de deuil national pour moi. Parce que j'adore Leigh Bardugo, je suis fan de son univers, donc le Drishaverse. Et même si elle n'est pas exemple de défaut, cette série, j'ai adoré ce qu'elle proposait, j'adorais le casting, pour moi il était parfait. Et c'est une série qui adapte à la fois donc, la trilogie Shadow and Bone et qui mélange les personnages de Six of Crow, qui est une duologie qui est hyper populaire, qui est ma duologie de young adulte préférée. Et donc qui mélange ces personnages avec Shadow and Bone. Alors, si on prend adaptation de Six of Crow, c'est pas vraiment une adaptation, que ça reprend les personnages. Et donc ça arrive pas... ils inventent automatiquement des histoires, des actions à ces personnages, des péripéties qui ne sont pas du roman, qui sont inventées. Donc c'est un peu en dessous. Mais si on prend le côté adaptation de Shadow and Bone, il y a certains choix que je trouve... d'adaptation que je trouve hyper intéressant. Et par exemple, le personnage d'Alina, je l'ai trouvé plus intéressant dans la série, et sa relation avec Mal, donc c'est son meilleur ami d'enfance slash love interest, je l'ai trouvé beaucoup plus saine dans la série. Après, Leigh Bardugo, c'était son premier roman, elle était encore une jeune autrice, donc ça se voit qu'elle a gagné en expérience tout le long, et qu'elle a voulu aussi avec cette série rectifier certaines choses. Et voilà, donc le côté Shadow and Bone de la série, je trouve, qui embellit un peu ce qu'il y a déjà dans les romans de base qui datent de 2012, donc ça date quoi. Donc ça serait ça ma réponse, mais je suis pas entièrement convaincue, mais j'avais rien d'autre qui me venait à l'esprit. Et une voiture qui passe dehors, on l'entend. Voilà, la vidéo est terminée, je suis en nage. Je suis désolée pour ce que ça donne. J'ai sûrement regardé les rushs et me dire mais Nina, t'as encore trop parlé, t'as dit n'importe quoi. Je suis désolée vraiment, c'était salé. Mais je vous ai dit, je me suis défoulée. J'espère que la vidéo vous a plu. Promis, je serai plus gentille les prochaines fois. Sur ce, moi, je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!